Alors aujourd'hui, Sylvia elle va nous développer son approche du design des communs. Donc, quels enjeux pour la recherche par le design? Alors, idéologiquement comme matériellement, la globalisation, elle opère une reconfiguration des vies individuelles et collectives et nous confronte ainsi à des crises qui mettent à l'épreuve notre capacité à faire l'expérience d'un vivre ensemble. Et c'est ce pourquoi Sylvia va nous proposer donc, cette exploration de la notion des communs et des déplacements attentionnels qu'elle suggère. Donc, en se concentrant sur l'usage et les conditions de cet usage, le design des communs y recherche des modalités de cohabitation, de gouvernance et de circulation des objets et des espaces, ainsi que des stratégies et tactiques de transition. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc ensuite, Sylvia va nous présenter un outil donc, que vous pourrez voir, qui va être donc un outil d'écriture et de réflexion. Enfin, un moment sera consacré pour poser vos questions. Donc, on vous demande de les noter quelque part pour ne pas intervenir durant le temps de l'intervenant. Donc voilà, pour ensuite, en fin d'intervention, poser toutes vos questions qui vous sont venues. Pour les personnes qui sont aussi par Zoom, vous pouvez poser vos questions via le chat. Ensuite, pour une règle de bienséance, nous vous rappelons de mettre en muet vos micros pour éviter tout bruit parasite. Et pour ceux qui sont dans l'amphithéâtre, on vous demande de mettre vos téléphones en silencieux pour éviter des bruits intempestifs. Et maintenant, nous allons laisser la parole à Sylvia. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation très, très complète. Merci aux étudiants, merci Justine, Pierre, merci Thierry, merci Eric pour l'invitation. Je suis très heureuse d'avoir relevé ce défi qui a été annoncé de travailler cette question des transitions dans un design global. Je ne sais pas si j'arriverai à y répondre. En tout cas, je partagerai mes préoccupations avec vous et c'est déjà énorme. Donc, merci d'être là avec moi. Je vais me présenter tout d'abord. Ensuite, j'essaierai de décliner une présentation en 3 temps qui commence par ma propre expérience de ce qu'est la recherche en design et comment elle vient en friction par rapport à ces enjeux de transition. J'essaierai ensuite de proposer un cadre d'analyse et un regard à partir de cette question des communs. Et puis, de peut-être d'identifier quelques leviers. Et comme Pierre l'a dit en introduction, j'étais invitée à vous proposer aussi potentiellement de passer à la pratique et j'aime beaucoup cette approche parce qu'elle adresse directement la question de qu'est-ce que la recherche en design et comment aussi on déploie une recherche par la pratique. Et bon, à défaut de pouvoir réellement avec vous faire un atelier ou se mettre en pratique, puisque je suis malheureusement ce soir à distance, je voulais vous proposer un partage de l'ordre du partage culturel, c'est-à-dire vous convier à prendre en note, mettre en récit et pourquoi pas commenter ou discuter ce que je vais proposer. Et pour cela, je voulais vous proposer un espace qui est mobilisé dans des communautés qui cherchent aussi à travailler ces espaces d'écriture collaboratif, collectif et de controverse à l'extérieur des espaces qui sont capturés ou monopolisés par des grands groupes, par des GAFAM. Et donc, je voulais vous inviter à écrire, à prendre en note dans un document d'écriture collaborative qui est hébergé par un ensemble, par une communauté d'écriture sur un outil libre. Donc, je vais commencer ma présentation simplement en partageant cet espace où on peut prendre en note, écrire et commenter en ligne ce qui se dit ici dans cette arène pendant 1h30. Alors, je vous envoie pour ça peut-être le lien directement dans le chat. Voilà, vous trouverez dans le chat de cette conférence un lien vers un document qui se compose de 2 fenêtres. Une fenêtre à gauche dont l'interface est noire, qui est l'interface dans laquelle vous pouvez prendre des notes, commenter, documenter. Et à droite, vous avez la partie éditée qui s'affiche. Et l'invitation aussi que je voulais vous faire, c'est de rentrer dans un outil aussi d'annotation de recherche. Et donc, vous avez un deuxième lien qui est complémentaire au premier,
que je vous envoie ici, qui est un lien vers votre prise de notes éditorialisée dans une interface avec du CSS, donc de la programmation de manière à avoir une composition un peu plus esthétique. Et vous verrez qu'à droite de cette petite interface, vous avez un petit onglet qui permet aussi d'annoter et de rentrer en conversation avec le texte. Donc, pour l'instant, je vous partage ça. Je vous le propose à l'expérimentation pour discuter, partager de cette conférence, et puis j'y reviendrai pendant l'échange. Sans plus tarder, donc je vais rentrer dans le fond de l'affaire en vous partageant mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Alors, je vais donc commencer par me présenter rapidement, même si ça a été très bien fait tout à l'heure, peut-être pour insister sur certains points. Je suis en effet designer interaction de formation essentiellement, et depuis longtemps, cette question du geste politique du designer dans l'espace public m'interroge, à la fois pour ce qu'il produit, mais aussi pour la façon dont il produit les choses, à savoir quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles il opère, quels sont les effets de la manière dont il s'engage sur nos processus sociétaux. Donc, pour moi, la question des organisations dans lesquelles on inscrit notre travail de design, organisation sociale, mode de vie, sont directement questionnées au même titre que ce que je pourrais produire en tant que designer. C'est pour ça que rapidement, la question du statut du designer, elle s'est posée pour moi, à savoir, quand on travaille dans une institution privée, dans une institution publique ou ailleurs, on n'a pas les mêmes effets sur le monde, et donc choisir l'endroit dans lequel on s'inscrit en tant que professionnel, c'est participer de ce monde. C'est pour ça qu'assez vite, j'ai fait le choix de travailler en coopératif, c'est-à-dire d'appréhender des formes de mutualisation, de partage. Et donc, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Oxamine, qui est née d'un tiers-lieu il y a 5 ans, et qui travaille sur des logiques de mutualisation et de recherche mutualisée. Je suis aussi partie prenante de différents collectifs et différentes associations qui travaillent à la mise en avant d'une culture des communs dans la société, donc notamment le collectif Remix the Commons, l'ONG Open Knowledge Foundation qui peine un plaidoyer pour l'ouverture de la connaissance, et puis enfin l'association Design Commun, qui est un groupe plus récent qui travaille aussi cette question des communs à l'intérieur du champ du design. Et comme il a été dit dans la présentation, donc, étant praticienne du design et ayant travaillé de manière indépendante pendant plusieurs années, ces questions de recherche m'ont rapidement rattrapée et se sont concrétisées à partir de 2016 par un travail avec la Cité du Design de Saint-Étienne, et notamment à travers 2 actions, la réflexion sur l'idée d'un design des instances, c'est-à-dire comment le design se saisit de nouvelles configurations sociales ou travaille cette question des configurations sociales et de la démocratie. Et puis, une expérience sur laquelle je m'appuierai, c'est l'expérience de la Biennale du Design 2017, qui a porté sur les mutations des travails, et à l'occasion de laquelle j'ai eu l'occasion d'être co-commissaire et commissaire scientifique d'une des expositions qui portait sur la question, sur la proposition du tiers-lieu comme une hypothèse à cette question des mutations du travail. Et donc aujourd'hui, comme il a été dit, je suis enseignante-chercheur à Orléans au sein d'un programme de recherche qui travaille la question de l'artisanat des savoir-faire et sa rencontre avec la computation. Et à l'intérieur de ce programme de recherche, la question des communs est toujours très présente, et je reviendrai aussi sur cette question de l'enseignement en design, puisque je travaille notamment à la construction d'un cours qui s'appelle Design des communs, qui est une proposition assez singulière pour une école d'art, en tout cas la première école à le formuler comme tel. Et donc ça ouvre aussi un champ de réflexion sur ce que signifie poser cette question des communs à l'intérieur de l'école d'art et de design.
Mais sans plus attendre, je vais commencer en rentrant en conversation avec vous à partir d'objets. Parce que nous sommes designers et quand on pense design, on pense souvent objet. En tout cas, j'ai la conviction qu'en revenant à notre quotidien et en re-questionnant les objets que l'on manipule, qui nous traversent, on a beaucoup à apprendre de nous-mêmes. Comment l'on consomme, comment l'on jette, comment l'on s'approprie les objets. Et je voudrais commencer avec vous en discutant de deux objets justement qui ont traversé nos vies dernièrement. Le premier objet, c'est ce fameux gel hydroalcoolique que l'on a tous eu entre les mains ou qu'on a tous senti glisser sur nos doigts ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire. Ce gel, peut-être vous en connaissez l'histoire. Et là, j'ouvre une conversation potentielle avec les participantes et les participants, si vous avez envie. Non, pas du tout. Pas du tout, personne n'en connaît l'histoire. Pourtant, ce gel qu'on a tous entre les mains, son histoire est singulière, puisque en effet, ce gel, on le sait depuis la crise de Covid, mais il se faisait plus discret avant. Ce gel sauve des millions de vies chaque année. Et son histoire m'intéresse, puisque ce gel, en fait, fait partie du domaine public. Son créateur, Didier Pittet, a pensé ce gel dans les années 90, au moment où les maladies nosocomiales, vous savez, ces maladies qui se transmettent à l'hôpital du fait les mains ne sont pas suffisamment lavées, donc c'est le transfert de bactéries de main en main. Et dans les années 90, les maladies nosocomiales sont les premières, les deuxième cause de maladies, de mortelles, deuxième cause de décès au monde. Et donc, c'est une vraie crise sanitaire et il faut trouver une solution rapide et équitable pour arriver à faire chuter ces chiffres de mortalité dus aux maladies nosocomiales. Et donc, ce gel hydroalcoolique, il est assez simple à fabriquer. C'est de l'alcool et une formule assez simple qui est inventée donc à Genève par ce docteur. Et donc, ce premier geste, évidemment, dans les années 90, c'est d'inventer cette formule, mais le geste qui compte et le geste qui sauve, comme l'écrit Thierry Crouzet dans son ouvrage récent, c'est d'avoir déposé en effet ce gel dans le domaine public. Donc, c'est d'avoir décidé de ne pas breveter le gel, mais d'en partager la formule à l'OMS, de manière à ce que la diffusion de ce gel se fasse de manière ouverte, c'est-à-dire que la formule soit ouverte, que chacune dans les hôpitaux à l'échelle mondiale, on puisse fabriquer ce gel et que la formule ne soit pas préemptée par les laboratoires pharmaceutiques privatisés et marchandisés. Et ce geste va être fondamental pour accélérer la diffusion de ce produit-là. Donc, c'est une petite anecdote pour raconter finalement ce qui se cache derrière ces objets ou ces produits que l'on manipule sans forcément en connaître l'histoire et pourtant qui nous racontent beaucoup de choses. Un deuxième objet qui m'intéresse, c'est ce masque. Est-ce que vous le reconnaissez ? C'est le masque Décathlon. Tout à fait, exactement. Alors, on l'a beaucoup d'entre nous l'ont vu, on l'a vu médiatiser, ce fameux masque Décathlon, qui en effet a été récupéré au tout début de la crise du Covid, souvenez-vous, puisque l'hôpital public, malheureusement, était déficient en termes de matériel. Donc, il a fallu s'adosser à d'autres moyens, d'autres ressources pour pouvoir répondre à l'urgence sanitaire. Et en l'occurrence, on manquait de respirateurs. Et il se trouve que ce masque Décathlon pouvait remplacer un respirateur de manière assez efficace. Donc Décathlon a fait ce geste de sortir de la commercialisation de ce masque pour le donner à disposition des hôpitaux. Et puis, la petite histoire, c'est que pour réellement pouvoir connecter ce masque à l'infrastructure de l'hôpital, il fallait une petite valve
Et cette petite valve, elle a été conçue par des makers, des bricoleurs qui se sont installés dans l'hôpital ou à côté, qui en ont conçu les plans, qui ont testé. Une fois que cette petite valve elle fonctionnait, ils en ont partagé les plans de manière ouverte, donc en open source. Et donc ce masque, pour moi, raconte quelque chose d'intéressant. Il raconte ce respirateur raconte une forme de coopération ponctuelle, singulière et engendrée par une situation de crise, coopération entre d'une part l'hôpital public, d'autre part une entreprise privée au travers Decathlon, et puis ce que j'appellerais les communs, c'est-à-dire quelque chose qui se passe à l'interstice entre ces deux entités publiques et privées et qui vient permettre que les choses s'emboîtent. Donc voilà un exemple pour moi, ce que j'appellerais de coopération publique-privée commun et qui raconte beaucoup de là où nous en sommes aujourd'hui, selon moi, dans notre capacité à faire solidarité et à tenir ensemble. La question de fond que je voudrais adresser avec vous, c'est cette question des régulations et de qui prend sa part dans les régulations. Et pour ça, je vais vous proposer de continuer à investiguer les objets et ce qu'ils nous disent de nos régulations et de notre manière de faire société. Et je voudrais vous proposer donc de partager avec moi cette expérience de recherche en design qui nous a été confiée donc en 2017, j'en ai parlé en introduction. Nous, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs de la société civile, plus des designers au travers de la Cité du Design, nous avons essayé de répondre à cette question des mutations, des transitions et notamment des mutations du travail, tous ensemble à travers nos pratiques. Nos pratiques, plus précisément en tiers-lieu, puisque dans la continuité des travaux de Ray Oldenburg sur le tiers-lieu et dans la continuité des réalités que nous vivons aujourd'hui, entre l'espace privé et l'espace du travail, entre la maison et le travail, entre nos espaces sociaux, il y a un certain nombre de situations collectives où on peut considérer que nous faisons encore tiers-lieu, c'est-à-dire que nous sommes ni tout à fait dans le privé, ni tout à fait dans le public, mais nous sommes dans des configurations sociales intermédiaires où se tisse de la solidarité, du lien et des possibles. Alors ces tiers-lieux aujourd'hui, on en entend beaucoup parler au travers le coworking ou au travers les ateliers de fabrication numérique. Ces tiers-lieux, ils incarnent aussi une réalité sociale, c'est-à-dire à partir des années 90-2000, dans la continuité de l'éducation populaire, des personnes qui, face à des transitions de vie, des transitions professionnelles, se sont regroupées dans des logiques de solidarité, parfois dans des espaces de type squat, parfois dans des ateliers, parfois dans des espaces, des associations. Et ces personnes ont fait tiers-lieu, c'est-à-dire ont mis en place d'autres logiques de coopération pour répondre à leurs besoins de vie. Et dans le territoire rhône-alpin et stéphanois où nous étions en 2017, un grand nombre d'acteurs ont participé de ces tiers-lieux. Et c'est avec ces acteurs que nous avons essayé de considérer que ces lieux de solidarité, étaient potentiellement une promesse d'un certain nombre de choses en train de se passer qui pouvaient nous raconter aussi nos propres mutations. Et donc, c'est en allant enquêter et explorer ces tiers-lieux et leurs pratiques que nous avons essayé de mener ce qu'on appelait une recherche en design, c'est-à-dire regarder par des processus qui se font dans les marges ce que nous racontent ces processus et ces objets sur la société. Alors, ces tiers-lieux, ce ne sont pas n'importe lesquels. En l'occurrence, dans la région de Saint-Étienne et plus largement en France, on a un certain nombre de tiers-lieux qui se disent libres et open source, c'est-à-dire qui se revendiquent des cultures du logiciel libre, d'une certaine ouverture face à des systèmes techniques fermés. Rappelez-vous, vous voyez à l'image Richard Stallman, l'inventeur des 4 libertés du logiciel libre. Donc, c'est de cette filiation que se revendiquent aussi les acteurs qui cherchent à ouvrir la boîte noire de nos systèmes techniques, considérant que c'est un des freins
à l'émancipation de nos sociétés, à notre capacité d'agir. Ces tiers-lieux, ils naissent aussi, ils viennent aussi dans un moment de forte revendication de plus de démocratie, dans la continuité de l'ensemble des mobilisations. Ici, vous voyez à l'écran les mobilisations. On ne vous entend plus. Liées au GIEC. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Ça va. Tant mieux alors, super, je continue. Et donc, je disais, donc, ces tiers-lieux, pour que vous compreniez bien de quoi je parle, ce sont ces lieux de sociabilité, ces configurations sociales qui revendiquent un autre rapport à la technique et qui revendiquent aussi des formes plus démocratiques dans la continuité d'un certain nombre de mobilisations, dont ici les mobilisations climat. Et donc, cette exposition qui s'est tenue en 2017 à Saint-Étienne dans le cadre de la Biennale sur les mutations du travail, et donc, qui s'appelait l'expérience tiers-lieu Fork the World, elle a constitué pour nous un objet singulier en termes de processus de design. D'abord parce qu'elle s'est attachée à déconstruire l'approche traditionnelle que l'on a d'un commissariat en design, où on aurait un commissaire qui, selon une certaine manière de penser une programmation, allait inviter des artistes. Là, il s'est agi vraiment de laisser la parole aux acteurs, au territoire, et de considérer qu'un commissariat et tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'accompagnement, son budget, etc., était aussi l'occasion de nourrir ou de faire levier sur des promesses latentes dans le territoire. Et donc, c'est ce qu'il s'est passé grâce notamment à la coordination du directeur scientifique de la recherche, Olivier Péricot, qui a littéralement donné les clés au tiers-lieu, donné les clés sur un commissariat horizontal ouvert. Et donc, pendant 2 ans, ces acteurs des tiers-lieux autour de Saint-Étienne, mais aussi dans l'ensemble de la francophonie, ont cherché à s'étudier eux-mêmes, s'auto-ethnographier quelque part et comprendre ce qu'il se passait dans leur lieu. Ici, vous avez une image donc de cette exposition qui était autant un processus qu'une exposition, en cela qu'il y avait évidemment des objets qui étaient exposés et qui donnaient à voir des réalités de territoire. Et à la fois, vous aviez un ensemble de processus d'ateliers de création. Donc, l'exposition était un processus en train de se faire. Et vous voyez ici son concierge. Dans les tiers-lieux, vous avez une culture de l'accueil qui est incarnée par la figure du concierge, qui est aussi une figure des communs d'ailleurs que l'on retrouve. Voilà une autre image de ce processus tiers-lieu dans les murs de Saint-Étienne. Évidemment, cette exposition, elle a été documentée, c'est-à-dire qu'on en a gardé des traces et au-delà de ça, on a essayé même d'en garder des formes de mode d'emploi. Ça aussi, c'est un trait de la culture du libre et de l'open source et un trait de la culture maker, la question de la documentation. Et quelque part, c'est la première manière de mettre en récit ce qu'il se passe et ce qu'il se joue dans ces lieux et dans nos sociétés. Et j'y reviendrai sur cette question de la documentation tout à l'heure, mais c'est le premier pas vers la question de la mise en récit de ce qui nous arrive. Revenons sur nos objets. Je vous disais, ce qui m'intéresse en introduction, c'est finalement ce que nous racontent les objets que nous manipulons de ce que nous sommes. C'est exactement comme ça que nous avons travaillé dans ce commissariat sur les tiers-lieux. Nous avons tenté de trouver des objets, des infrastructures, des dispositifs qui nous donnaient à comprendre différentes dimensions sociales, économiques qui se jouaient dans ces mutations du travail. Et je vais les présenter de manière ordonnancée. Vous allez voir, ces objets, ils vont nous apporter un certain nombre d'informations sur nos manières de faire collectif, de faire commun, et notamment, première thématique qu'on a essayé de travailler à la Cité du Design, c'est la question de la gouvernance. Et plus particulièrement de la confiance et de la bienveillance. Donc là, vous avez un petit objet qui est
petite infrastructure locale, un copie, donc un petit ordinateur, finalement un micro-ordinateur, et puis une application web qui est connectée sur cet ordinateur. Et ce petit dispositif s'appelle Codil, donc il a été pensé pour mettre en place ce qu'on appelle, ou ce que les acteurs des tiers-lieux ont appelé des poignées de main numériques, à savoir des échanges finalement entre pairs. Donc ce petit objet, apparemment bricolé, anodin, sûrement pas très ergonomique, il nous a intéressés précisément parce qu'il mettait en avant une des valeurs fortes du tiers-lieu, à savoir la question de la confiance. La confiance doit-elle se faire de manière informelle? Doit-elle être incarnée numériquement par une manière de garder les traces de cette confiance, de cette réciprocité? Donc c'est cette question-là que pose ce petit objet Codil. Faut-il on pourrait parler de la blockchain aussi, faut-il garder des traces de ces réciprocités et de ces nouveaux accords de confiance que nous mettons en place quand nous travaillons? Un autre prototype que nous avions exposé, c'est une œuvre d'art, elle s'appelle Forest as a DAO. C'est une sculpture qui représente une sorte de plante. Et cette plante a la particularité d'être connectée à la blockchain, c'est-à-dire que les plantes entre elles peuvent échanger de l'information par un système donc, crypté, sécurisé de blockchain. Je ne rentre pas ici dans le système technique. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que là encore, ce petit objet fabriqué en tiers-lieu, là encore anodin, nous raconte quelque chose de nos sociétés. Il nous demande si finalement ces plantes, étant capables de communiquer entre elles, pourraient finalement prendre part à nos conversations, à nos débats et peut-être même à nos décisions politiques. Donc ce que pose ici ce petit prototype, c'est la question de l'entrée des non-humains dans nos processus de prise de décision. Un nouvel objet qui était également exposé à la Biennale, c'est ce kit CRISPR dont on a entendu parler un peu récemment, puisque je crois que leurs créateurs ont reçu un prix. CRISPR, donc c'est un kit de manipulation génétique pour tout à chacun, pour citoyens et citoyennes. Cet outil, enfin, ce kit de manipulation génétique autorisé aux États-Unis ne l'est pas en Europe, ou ne l'était pas en tout cas en 2017 quand nous avons fait cette biennale. Ce que pose ce kit qui permet de manipuler le génome dans un garage, littéralement, comme on bricole chez soi, nous pose la question de l'ouverture de l'ensemble des techniques et des technologies dans nos sociétés. Peut-on tout ouvrir ou faut-il poser des limites, des jalons? Ce couteau suisse de la génétique, est-ce encore de la science citoyenne ou est-ce du bioterrorisme? Là encore, c'est une question ouverte, mais c'est encore un objet qui nous amène à réfléchir sur un autre volet que celui de la gouvernance, qui est la question de l'émancipation des personnes par les processus et les ressources auxquelles elles ont accès. Un dernier objet étrange qui était exposé à la Biennale, c'est ce prototype d'un projet qui s'appelle DESI, qui cherche à proposer, à mettre en place un système décentralisé de distribution énergétique dans la continuité des logiques de régie électrique qui ne sont pas nouvelles, mais qui reviennent sur le devant de la scène au moment des monopoles et au moment des forts enjeux de transition énergétique qui nous concernent. DESI donc cherche finalement à redonner des formes d'autonomie énergétique à certains territoires. Et c'est un travail qui est mené notamment dans certains villages dans les Pyrénées sur lesquels il y a un besoin en alimentation des habitants puisque l'énergie fournie par nos infrastructures nationales ne sont pas suffisantes. Et ce que pose ce prototype et plus largement le projet DESI, c'est la question cette fois de la répercussion de la gouvernance donc de nos ressources, en l'occurrence ici de l'énergie sur les territoires. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'idée de l'énergie
comme un outil centralisé par l'État à la question de l'énergie en bien commun. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'accès aux ressources, à l'équité? A-t-on nécessairement besoin d'un contrôle et d'une régulation des États pour garantir des formes d'équité? Donc, c'est ce que posait ici cet objet. J'en ai fini de ma présentation d'objets, mais on pourrait en présenter beaucoup d'autres. Vous l'avez compris, à travers tous ces prototypes qui sont fabriqués en tiers-lieu ou dans des configurations collectives, dont l'aboutissement ici importe moins que ce qu'il raconte de nos transitions. De l'ensemble de ces objets qui étaient exposés à la Biennale de Saint-Étienne, nous avons tenté d'en tirer quelques années après une grille d'analyse que j'aimerais vous proposer ici comme une manière aussi de répondre à cet enjeu qui m'est posé de la question des transitions par les communs. Si les communs, ce sont des configurations collectives où se jouent une nouvelle redistribution du social, des ressources et des solidarités. Ce que nous a appris cette expérience de l'exposition tiers-lieu, c'est qu'en travaillant pendant 2 ans à mettre en commun ce que nous produisions, nous arrivions à avoir un regard réflexif sur ce qui comptait dans ces dispositifs. Et donc, cette grille d'analyse, elle se compose ici de 5 jalons, 5 dimensions que j'ai citées préalablement en présentant les objets. La question de la confiance et de la bienveillance dans les échanges et quelque part derrière ça plus largement la question de la gouvernance. La question de l'ouverture et de l'accès au savoir qui est produit. Donc on a appelé ça le libre et l'open source, la liberté et la qualité. La troisième dimension qu'on a retenue de cette biennale, c'est la question de l'émancipation. J'ai pris CRISPR tout à l'heure comme exemple pour expliquer en quoi les processus et les ressources ouvertes permettaient des formes d'émancipation, de quelle est la nature de cette émancipation et jusqu'où. Le 4e critère, c'est la question des capacités, des compétences, et j'y reviendrai, j'irai jusqu'à dire des capabilités, c'est-à-dire comment en fait, ces processus permettent l'amélioration des capacités individuelles à travers le collectif ou des capacités. Et le dernier point, c'est la question de la résilience et de la modularité, finalement la portée de l'action produite par ces tiers-lieux sur les territoires et à quelle échelle. Cette grille d'analyse, elle a constitué bien plus d'une grille d'analyse sur ce qui a été produit. Elle a été proposée par les acteurs des tiers-lieux, notamment Johan Duriot, comme une manière aussi de se reconnaître d'une même communauté. Et notamment, elle a été proposée en tant que marque collective de certification, c'est-à-dire comme un label, ou en tout cas un système juridique qui permettrait finalement aux entités et aux personnes de s'évaluer, de s'auto-évaluer ou de s'évaluer entre pairs et de s'améliorer collectivement. Donc, elle incarne aussi une grille de lecture collective sur ce qu'on pourrait nommer les transitions et les manières de faire transition. L'ensemble de ces processus, ils sont documentés sur un wiki qui s'appelle Movilab, qui est un outil aussi intéressant puisque si Movilab a longtemps été le wiki de quelques-uns ou des pionniers en termes de transition dans ces tiers-lieux, aujourd'hui, cet outil est utilisé à l'échelle nationale pour développer la politique publique des tiers-lieux via l'association qui s'appelle l'ANTC. Et donc cet objet, il m'intéresse aussi parce qu'il raconte au travers 10-15 ans d'histoire comment un outil qu'on appellerait grassroots, c'est-à-dire qui vient de la base, qui vient de pratiques informelles, arrive à atteindre une telle portée qu'il est reconnu par la puissance publique et devient en fait le support d'une politique publique. C'est ce qui s'est passé pour Movilab. Et donc c'est aussi un outil numérique qui raconte quelque chose de nos transitions dans la capacité aussi de l'innovation à venir non pas
je dirais, des institutions, mais à venir des initiatives de territoire. Enfin, je vous l'ai dit, la question de la documentation de ces projets, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle fait trace, elle est importante, comme j'ai dit, parce qu'elle fait politique publique, et elle est également importante parce qu'elle permet de pluraliser les approches de nos transitions. Ça a été dit très bien en introduction par Thierry, je crois, il y a des designs, il y a des approches de la transition. Et donc, mon travail aussi, qui a prolongé cette expérience des tiers-lieux et qui s'est ensuite intéressé au commun, a consisté notamment à travailler la pluralité de ces récits qui encadrent les productions en tiers-lieux, et ça a donné lieu à cet article ou à ce dossier dans la revue Sens Public que vous voyez à l'écran, qui cherchait à mobiliser un ensemble d'acteurs des communautés des communs pour écrire et mettre en récit leur approche des communs. Donc ce dossier, c'est un dossier où un certain nombre d'acteurs ont mis en récit ce qu'ils appellent leur pratique des communs. Et donc, quand je vous propose ou partage un outil d'écriture, je l'espère, c'est une invitation aussi à participer de cette mise en récit collective des communs. Enfin, j'y viendrai, les communs, ils sont de plus en plus documentés aussi à l'échelle internationale. Là, vous avez un exemple d'une initiative, d'un ouvrage qui s'appelle Free, Fair and Alive, donc, qui est un ouvrage à l'origine allemand et américain, puisque les auteurs sont allemands et américains, qui cherche à documenter les communs et qui cherche surtout à saisir cette notion comme une notion vivante et toujours en train de s'écrire. Donc Free, Fair and Alive, c'est à la fois un ouvrage, mais c'est surtout un wiki fédéré. Donc là aussi, un travail sur la technique de manière à ce que les wikis des différents acteurs des communs ne soient pas juste posés les uns à côté des autres, mais pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, il y a un travail aussi de croisement des documentations et d'interopérabilité entre les contenus des différents wikis des différentes communautés. Et donc, on voit derrière cette logique un enjeu à travailler les transversalités entre les approches des communs et travailler cette notion comme une notion vivante. Enfin, cette question des communs, donc, elle est maintenant également documentée, non plus comme les acteurs eux-mêmes, par les acteurs eux-mêmes, mais aussi par les acteurs qui sont plus ou moins liés à la question des politiques publiques. La 27e région, notamment, documente ces actions en Europe, donc au travers ce projet qui s'appelle Enacting the Commons, que vous pourrez aller voir. Et plus récemment, a mené aussi un travail d'enquête dans les tiers-lieux pour chercher à comprendre les mécanismes juridiques encore informels, mais qui étaient aussi de potentiels leviers pour faire transition sur différentes thématiques, notamment sur les questions de travail, de propriété et d'usage collectif. Voilà une introduction à la recherche qui s'est menée à Saint-Étienne et quelque part ces extensions pour maintenant essayer de poser la question de la recherche en design. On l'a vu, en fait, cette question des communs et des transitions, elle se joue chez les acteurs, elle est jouée par les acteurs au travers des processus vivants de documentation et d'enquête. On l'a vu avec les derniers projets, notamment Juristes embarqués, où il s'agit de faire enquête, d'envoyer des juristes et des designers dans des terrains où se jouent des enjeux sur les communs pour aller faire émerger du droit ou de l'innovation en train de se faire. Il en est de même pour notre enjeu qui est la recherche en design, et je trouve que le travail au plus proche des acteurs nous amène
de nouvelles grilles de lecture pour repenser notre métier de designer en tant que concepteur, concepteur d'objets, concepteur d'espace, concepteur de situations. Donc, aujourd'hui, la manière dont nous, en tant qu'enseignants, et en tout cas au travers de cette idée d'un design des communs, nous cherchons à inviter les étudiantes et les étudiants à se penser en tant, bien sûr, que designer et concepteur, mais surtout en tant que créateur de savoir et de connaissances au même titre que les chercheurs. Alors, bien sûr, il ne s'agira pas de rentrer dans un débat entre fait-on de la recherche en design, sur le design ou par le design. Il s'agit simplement de considérer que notre enjeu à tous, c'est d'être suffisamment réflexif pour se rendre compte que chaque objet ou chaque situation qui est designée impacte nos modes de vie et donc produit aussi de la connaissance, au même titre que j'ai essayé de montrer que les objets que nous avions interpellés pendant la Biennale du design produisent en fait de la connaissance. Et donc l'invitation à un design des communs, c'est une invitation à enquêter sur nos modes de vie, à prendre des positions, et je citerai rapidement ici l'article de Pauline Gourlet qui montre que toute production de documentation pour un designer est une production de savoir, mais aussi une manière de se positionner au monde, de prendre des postures. Et donc, dans cet article, elle montre très bien que selon que le designer se positionne sur le terrain, dans le studio, c'est-à-dire dans son laboratoire, ou dans une situation de publicisation, les effets du designer ne sont pas les mêmes. Et elle cherche ici à montrer la nécessité pour un designer de prendre conscience des effets de son action, même la plus minimale, au travers l'enquête et la documentation. Et donc, le design des communs ici, c'est bien sûr une invitation à regarder ces objets, ces productions, mais ne pas s'arrêter à la question de leur fonction ou de leurs usages au premier sens du terme, mais de considérer que, en pensant à nouveau frais cette question des communs, on pourrait se former ou en tout cas envisager des grilles de lecture sur ce que nous produisons en tant que designer. Cette grille de lecture pouvant être inspirée, comme ça a été le cas pour la Biennale de design, des expériences en tiers-lieu ou par d'autres expériences. Et donc, dans cette deuxième partie, j'aimerais, je vais passer ça rapidement, j'aimerais vous montrer en quoi la notion de commun peut, ou en tout cas est un cadre intéressant pour repenser les pratiques de design dans différentes dimensions. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui, oui. Oui, ça va. Oui, très bien, pardon. Je m'assure parce que je ne vois plus personne. Oui, c'est vrai, tout le monde a mis sa caméra noire pour mieux vous entendre. Et super, et je vois même plus les petites vignettes, donc je m'assure juste que je suis pas en train de parler dans le film. Très bien. On est toujours là. Super, merci pour ce feedback. Donc, une présentation sur cette notion de commun plus en détail, puisque finalement, je parle de la notion de commun depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vraiment défini. J'en ai proposé plutôt une expérience. Donc, je vous propose dans cette partie d'essayer de revenir un peu plus en détail sur cette notion et voir comment elle peut informer la pratique du design ou la pensée du design. Cette notion de commun, en fait, elle n'est absolument pas nouvelle et la plupart des chercheuses et des chercheurs qui êtes ici ce soir, vous le savez. Simplement, elle a été progressivement oubliée en Europe ou effacée. On en retrouve les premières traces de ces communs dès l'Empire romain, dès le Code justinien. Si on retourne dans les textes, dans le Code justinien de 529, on se rend compte en fait qu'il y avait une grande créativité par rapport à cette question
de la propriété et du partage et du statut des biens et des objets qui nous entourent, puisqu'en effet, dans le Code justinien, vous avez une définition qui différencie 4 types de biens. Les res privatae, donc les choses privées, les choses publiques, les res publicae, mais vous avez aussi les fameux res nullius et les res communes. Alors, les res nullius, ce sont les biens qui n'appartiennent à personne, mais qui peuvent être appropriés. Prenons l'exemple d'un pêcheur qui va pêcher un poisson qui, a priori, n'appartient à personne, mais il en devient le propriétaire, c'est un moment où il le pêche et où va le consommer. Donc ça, ce sont les res nullius. Puis les res communes, ce sont ce qui est le plus proche aujourd'hui de l'idée de bien commun, c'est-à-dire ces biens qui appartiennent à tous, ou en tout cas dont chacun de nous dépend. Pensons par exemple à l'air ou encore à l'eau. Donc c'est assez proche de l'idée de bien commun. Et de même, en Europe, au Moyen-Âge, finalement, tout le système politique repose sur ces communs, puisque les communs sont un moyen de subsistance pour les populations. Même s'il y a déjà une notion de propriété, en fait, vous avez un droit de pâture qui permet en fait à toute une partie de la société de survivre, un droit de glanage en allant extraire les ressources nécessaires à leur subsistance. Ce droit des communs, il est notamment connu et incarné au Moyen-Âge par la charte des forêts. Donc ces communs, ils ne sont pas nouveaux en Europe, ils sont encore très présents également à l'échelle internationale et dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique subsaharienne. Mais en Europe, on les a oubliés, notamment à partir de la révolution agricole et puis plus tard de la révolution industrielle, pour finalement laisser place au droit de propriété, à la notion de propriété qui va s'imposer et qui va réduire nos imaginaires aussi quant à cette question des communs et des modalités de partage. On retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déjà des traces assez fortes de cette prédominance de l'idée de propriété privée, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc là, dans la Déclaration des droits de l'homme, on a aussi une sorte de j'ai perdu le terme, de propriété d'État qui est revendiquée. Et puis, après la révolution industrielle, donc, qui travaille aussi beaucoup cette question des communs, puisque les propriétaires terriens vont dans les villes et donc les propriétaires agricoles deviennent de moins en moins nombreux et possèdent de plus en plus de terres. Donc, vous avez un partage qui est beaucoup moins vertueux. Et puis, la théorie qui va vraiment quelque part achever cette notion de commun en Europe, c'est la théorie de Garrett Hardin, qui est là. Garrett Hardin avec la notion de tragédie des communs qui développe dans les années 60, en 68, et qui dit, donc en tant qu'économiste, il dit que l'homme est prédateur et n'est pas capable, en fait, va épuiser la ressource dès lors qu'il la partage. Et donc, pour Hardin, le seul moyen d'éviter l'épuisement des ressources par l'extractivisme de l'homme, c'est la propriété privée. Voilà, donc ça, c'est un dogme qui va s'imposer pendant des années. Et puis, en 2009, il se passe quelque chose. Il se passe que Elinor Ostrom, que vous voyez ici à l'écran, donc, qui est politologue, qui va mener des études sur les communs, et notamment à partir de l'étude de pêcherie. Elle va se rendre compte que
que finalement Hardin se trompe et qu'en étudiant ces pêcheries, elle se rend bien compte qu'on peut gouverner collectivement des ressources sans les épuiser. Et donc, elle va gagner en 2009 le prix Nobel d'économie pour sa théorie des communs et elle va réhabiliter la notion en Europe dans le champ académique et scientifique. Et après Ostrom, on va voir se multiplier les travaux sur les communs. Et dans le même temps, vous avez aussi une réhabilitation ou en tout cas un retour de la notion du fait du développement notamment des communs numériques, d'Internet, de cette culture du partage et de la collaboration au début des années 2010. Et donc ce double mouvement d'un retour académique des communs et puis d'une réalité d'usage du fait d'Internet va réhabiliter cette notion-là. Va réhabiliter la notion. Alors, j'ai un petit problème technique. Est-ce que tout va bien de votre côté? Oui. Voilà. Qu'on entend aujourd'hui, donc à partir d'Elinor Ostrom, qu'on comprend comme l'idée donc les communs comme une ressource partagée par une communauté avec un système de règles et de gouvernance. Donc, c'est à partir de cette notion-là qu'on va partir. Et pourquoi cette notion de commun, elle m'intéresse en tant que designer et pourquoi il y a beaucoup à en faire, je pense. Alors, et pourquoi c'est intéressant aussi de s'appuyer sur la pensée d'Ostrom. Alors, donc, Ostrom, elle a une pensée, une étude des communs assez traditionnelle. Donc, elle les étudie, elle fait émerger 8 principes fondamentaux qui sont maintenant assez connus, assez décrits, qui posent un socle de compréhension collectif sur cette notion de commun. Elle dit notamment que ces communs doivent être des ressources clairement délimitées avec des règles de gouvernance strictes, un système de sanctions. L'exemple de Wikipédia, par exemple, comme commun numérique, est un bon exemple de commun sur lequel il y a des sanctions assez efficaces pour régler les conflits. Il y a une idée forte d'autodétermination. Et donc ça, c'est un socle de compréhension important. Et surtout, ce qui m'intéresse en tant que designer, c'est ce qu'elle amène théoriquement, qui est la question du faisceau de droit. Donc, elle explique que les communs permettent en fait de sortir d'une vision un peu binaire de la propriété entre le public et l'individuel, le collectif et l'individuel. Et elle montre avec son étude des communs la variété, la diversité des faisceaux de droit possibles qui encadrent les communs. Et donc, elle pluralise notre vision de ce qu'on entendrait par usage, et donc elle donne à voir une nouvelle compréhension de l'étendue du champ que nous pouvons considérer quand nous parlons des usages en tant que designer. Donc, elle met notamment en distinction le droit d'accès, le droit de prélèvement, le droit de gestion, le droit d'exclusion. Et elle explique donc que les communs sont avant tout une forme d'auto-institution et d'arrangement institutionnel où ces droits sont sans cesse réinventés et réagencés. Aujourd'hui, cette notion de commun, elle est, comme je vous l'ai dit, revenue beaucoup sur le devant de la scène. Beaucoup d'ouvrages permettent de prolonger la pensée d'Ostrom et notamment l'ouvrage de Dardot et Laval, commun, qui donne à voir aussi une dimension forte sur les enjeux d'auto-institution du social. Et aujourd'hui, on a une compréhension des communs comme évidemment à partir d'Ostrom comme des ressources, des communs naturels, donc des ressources que l'on va pouvoir administrer collectivement, mais on a aussi une compréhension des communs immatériels, donc culturels, numériques, et puis des communs sociaux aussi qui concernent nos infrastructures et l'ensemble des droits qui vont autour. Et puis cette notion de commun, elle m'intéresse aussi en tant que designer parce que
à partir du moment où l'on pense nos productions et on pense sur le modèle d'une grille de lecture telle que j'ai pu la présenter au début, on se rend compte que chaque situation de design que l'on a à concevoir, c'est une manière aussi de remettre en question notre compréhension des communs, ce qu'on cherche dans ces communs, politiquement, économiquement, juridiquement. D'ailleurs, si on regarde la théorie des communs, elle n'est pas du tout figée, elle est mouvante et elle se réinvente ou elle se complète sans cesse. Et à ce titre, je voudrais donner quelques exemples. La définition d'Ostrom, elle sert de socle, mais pour autant d'autres chercheurs travaillent à l'améliorer, à la compléter, voire à la critiquer. Je vais en donner quelques exemples. Geneviève Fontaine, qui travaille dans le champ de l'économie sociale et solidaire, s'est intéressée à la définition d'Ostrom, mais a souhaité aussi l'améliorer, notamment parce qu'elle a considéré que Ostrom prenait très peu en compte la question des transformations sociales des individus, et donc elle a proposé des critères complémentaires aux 8 critères d'Elinor Ostrom de manière à valoriser en fait la transformation des individus au travers le collectif, donc en s'appuyant sur l'approche des capacités d'Amartya Sen. Donc ça, c'est une première dimension d'enrichissement des communs sur la base du travail qui avait été fourni par Ostrom. Sylvia, oui. On va dire qu'on va être un peu pris par le temps. Du coup, est-ce que vous pouvez conclure? Tout à fait. J'ai bien le chrono en tête et je suis désolée de déborder un peu, mais je m'arrête dans 3 minutes. Ça vous va? Ok, oui, pas de souci. Pour laisser place à la conversation. Merci d'être vigilant. Donc, sur cette idée que les communs sont une notion dynamique et à penser dans nos projets de design, cette notion de commun négatif aussi, elle résonne beaucoup avec ce qui se joue quand on est concepteur, comment on fait revenir dans la scène ce que l'on considère être comme hors du monde, comment on cesse de penser les objets jetables, comment on cesse de considérer qu'on va pouvoir enfuir des déchets nucléaires sans vraiment trop savoir en faire. Donc ça, c'est toute la question des communs négatifs qui revient sur le devant de la scène, qui était proposée dès les années 90 par les mouvements féministes et écologistes, et notamment Maria Amiss. Et donc, travailler, avoir conscience de cette notion de commun, c'est aussi travailler sur les héritages physiques et culturels qui sont des héritages négatifs. Et donc, c'est aussi se dire qu'on va prendre en charge ces communs négatifs au même titre qu'on aura envie de partager tout ce qui est positif dans nos sociétés. Donc, ça aussi, c'est une dimension importante qui permet aussi d'asseoir de nouvelles pratiques dans le champ du design. Et enfin, donc, pour montrer qu'il y a beaucoup d'autres inspirations et réflexions, il y a l'idée de commun latent aussi. Je l'ai abordé rapidement avec l'œuvre tout à l'heure qui interrogeait la participation des non-humains dans notre diplomatie. Donc, penser les communs latents à partir de Hannah Tsing, c'est aussi penser comment on fait intervenir, on fait rentrer d'autres entités dans nos processus diplomatique et comment on développe une écoute politique de ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est une dimension politique importante des communs aussi. La notion d'un commun, et je conclurai pour ne pas prendre de retard sur cette notion-là, la notion de commun, elle nous fait voir aussi en creux qu'avant de pouvoir faire commun, il faut constater ou faire état de l'ensemble des divergences qui constituent nos réalités de vie et que nous ne pourrons jamais faire atteindre une forme d'universalité sans écraser certaines minorités. Donc, penser les communs, c'est être capable de reconnaître les différences et les conflits d'intérêts et de les reconnaître pour ne pas les écraser. Donc, derrière cette notion de commun, il y a bien sûr cette idée de reconnaissance des différences et d'un commun qui est notamment travaillé par Cadena et Blazer, notamment à partir des enjeux des peuples autochtones d'Amérique du Sud. Voilà, donc
j'en aurais beaucoup encore à dire, mais je vais laisser place à la conversation. Je vais conclure en essayant de proposer donc les communs comme une notion vivante qu'il faut toujours en questionnement, mais aussi comme une réalité concrète, physique, incarnée par les objets, les processus de gouvernance économique, politique qui sont à l'œuvre derrière ces objets. Et donc, cette notion de commun, elle éclaire une manière aussi de penser le design au-delà de la conception d'objets, mais de prendre en compte tout ce qu'il y a autour de ce que nous produisons. Et ce que je n'aurais pas eu le temps de présenter dans cette présentation, mais que vous pouvez aller voir par vous-même, c'est que derrière cette notion de commun, il y a un certain nombre de leviers possibles activés par ces mêmes communautés que j'ai présentées au début. Et notamment, ces leviers, ils sont proposés dans un site qui s'appelle politiquedescommuns.org, qui donne à voir des mécanismes concrets où on peut faire levier sur nos pratiques en mettant en œuvre des mécanismes de commun. Et je vais m'arrêter là et ouvrir les échanges. Et je vous remercie. Merci beaucoup Sylvia pour cette présentation sur le design des communs et sur la recherche par le design. Alors maintenant, on va procéder aux questions. Donc, dans un premier temps, s'il y a des questions dans la salle, et après, on passera aux questions sur le Zoom. Donc, si vous avez des questions pour Sylvia. Ok, donc on va prendre les questions qu'il y a eu sur le Zoom. Alors, première question. Alors, c'est une question de Thierry Mincier qui a posé la question: faire participer les non-humains à la communication politique, donc au commun par la communication politique, n'implique-t-il pas de repenser la notion même de la communication et veiller à ne pas plaquer les modes humains de la communication sur un tel projet, ce qui serait en condamner le projet même? Je peux développer un petit peu. Avec plaisir. Je suis sensible aux critiques du spécisme. Alors, ce qu'on entend par spécisme, c'est le fait de juger des autres espèces à notre mesure humaine. Oui, j'entends, je relis. La difficulté, elle est réelle, parce que comment entrer en contact et en communauté avec les autres espèces pour faire commun du point de vue du projet que vous esquissiez, Sylvia? Merci beaucoup pour la question. Je relisais aussi les notes. Alors, je n'en suis pas spécialiste pour autant. C'est une très bonne question parce qu'il y a un débat qui est actif et bien visible sur cette question-là et différentes écoles, je dirais, de pensée par rapport à cette question d'intégrer les non-humains dans nos diplomaties. J'invite à la lecture des réflexions de Lionel Morel sur ce sujet, qui donne à voir notamment l'idée que y aurait d'un côté en effet une tendance à la personnification, c'est-à-dire à essayer de mettre les non-humains à notre échelle ou les faire penser comme des hommes et donc les personnifier pour leur donner une voix. Et puis, il y a une autre école de pensée qui dirait qu'il ne faut pas tendre vers la personnification, mais qu'il faut plutôt chercher à valoriser des formes d'interdépendance. Et donc, l'homme étant interdépendant avec son milieu. Et à ce titre, il prend cet exemple de la rivière Wanganui, je crois, en Australie, pour lequel il y a eu une reconnaissance de la rivière parce qu'il y avait reconnaissance en fait de l'interdépendance entre les communautés autochtones qui y vivaient et la protection de la rivière. Donc, il s'agissait justement là de ne pas personnifier le fleuve en lui reconnaissant des droits comme si on reconnaissait des droits à un humain, mais bien de considérer que c'est précisément parce que les entités vivantes doivent pouvoir cohabiter et coexister, qu'on va protéger en fait l'ensemble. Ça me paraît en effet une réponse assez pertinente par rapport à cet enjeu que vous posez, Thierry, je crois. Je crois qu'ils ont fait la même chose pour le Gange, non? Il me semble.
le gouvernement indien, pas sur toute sa longueur, mais je ne sais plus sur quel état de l'Inde a statué un droit aussi au fleuve. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors après, en effet, il y a des approches juridiques différentes et comme c'est justement cité là dans la discussion, il y a en ce moment aussi en France un certain nombre de chantiers ouverts avec le Parlement de la Loire. C'est tout à fait juste et aussi autour du Rhône et de la Seine, hein, je crois. Ok, ça marche, super pour ces réponses. On va prendre une autre question de Valérie Chanal. Ces objets comme Codil invitent à réfléchir à certaines modalités de prise de décision et donc à soutenir des formes de conversation. Quels outils peut proposer le design pour animer ces conversations, justement, au-delà de la prise de conscience? C'est pareil, je vais peut-être compléter. Bon, merci. Déjà, merci Sylvia pour cette présentation vraiment très intéressante. En fait, j'ai réagi parce que je suis très intéressée par les notions de design pour le débat, design prospectif, design pour le débat, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses de publiées. J'ai un peu regardé le travail de Max Molon, par exemple. Mais je trouve que dans son travail, dans sa thèse notamment, il ne développe pas vraiment comment il s'y prend en tant que designer pour, à partir des dispositifs qu'il a développés, animer des conversations autour de ce que sont censés provoquer ces objets comme type de réflexion. Donc voilà, je me demandais si vous aviez des références ou un travail particulier là-dessus. Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est aussi une question qui me tient à cœur. Alors, moi, je pense tout de suite à grande échelle, en effet, aux travaux évidemment de Bruno Latour sur la cartographie des controverses et les outils de débat, hein, travail sur l'enquête sur les modes d'existence qui était aussi au sein du Media Lab un outil pour documenter justement ces controverses et donner à voir les différents champs d'acteurs. Donc je pense et j'espère que les choses initiées par Bruno Latour trouveront leur continuité ou leur résonance parce qu'elles me paraissent extrêmement pertinentes. Je pense aussi aux travaux de Francis Chateau-Renaud, qui est sociologue pragmatique et qui fait tout un travail aussi. Donc, c'est l'inventeur de la notion de lanceur d'alerte. Et en effet, derrière cette idée de lancer l'alerte, hein, notion qu'il a conçue, puisque en fait, on n'avait que le terme anglais whistleblower, et il a cherché un terme qui raconte que s'il y a lancé une alerte, il y a l'idée de créer un cadre de réception pour cette alerte. Donc, c'est-à-dire exactement ce que vous cherchez à pousser, c'est-à-dire un endroit où on puisse réceptionner les controverses et les débattre et en faire un objet de société, quoi. Donc, dans la continuité aussi de Chateau-Renaud, j'espère pouvoir voir des travaux. Après, en effet, vous avez cité Max Molon. Je sais aussi qu'il y a des travaux du côté de Wikipédia où vous avez un wiki, enfin un versant de Wikipédia qui s'est justement spécialisé sur cette question du débat. Faudrait trouver, j'ai plus exactement le nom en tête, mais ça se trouve facilement. Et puis, je pense peut-être aussi... je l'ai perdu. Oui, je pense évidemment, ou en tout cas plus proche de moi ou des personnes avec qui j'ai eu l'occasion et la chance de travailler, je pense à Nicolas Sauret, dont j'ai présenté en fait l'outil au début, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication et qui, lui, va chercher à ouvrir le débat à partir des textes de recherche, donc des textes scientifiques. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi comment, au-delà de la production d'un savoir scientifique, on arrive à mettre en débat
ce savoir et on outille par une infrastructure technique libre et open source, on outille la société civile pour arriver à mettre en débat les textes de recherche. Donc, je vous invite aussi à aller voir sa thèse qui porte sur cette question de la mise en conversation des textes de la recherche, qui me paraît aussi être un volet intéressant. Je vous mets son nom dans le chat. Très bien, merci. Et dans ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne, et je ne sais pas du tout comment les choses ont été animées, mais est-ce qu'il y a eu ce genre de réflexion par les cabinets, enfin Res Publica et tout, qui ont animé cette convention ou pas? Alors, peut-être vous avez plus d'infos que moi, parce que je n'ai pas forcément tout vu ou tout suivi. Non, je me demandais, comme c'était quand même des questions justement de permettre aux gens d'être en capacité de leur apporter un certain nombre de connaissances, mais aussi d'être dans un espace de débat, d'analyse de controverses. Je me demandais en fait s'il y avait une réflexion sur les outils qui avaient été utilisés et que je ne connais pas du tout. Hein. Voilà. Si ça avait été... On espère, ou en tout cas, on pourrait s'attendre ou espérer justement quelque chose. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai suivi le dispositif Fresque du climat, qui est un dispositif un peu spécifique, mais qui cherche en effet à documenter à partir des expériences des personnes aussi ces enjeux-là. Puis après, j'ai oublié tout un volet, mais auquel me fait penser votre remarque sur le climat, c'est qu'il y a aussi toute une dynamique depuis pas mal d'années maintenant de tentatives de participer à l'écriture de la loi ou des textes de loi. J'ai moins suivi la Convention citoyenne pour le climat, mais j'avais suivi à l'époque le texte de loi pour une république numérique qui date de 2015, qui avait été porté par Axel Lemaire et qui avait fait une consultation au sein de laquelle en fait, tout un ensemble d'acteurs de la société civile avaient coécrit des propositions de loi, notamment tournées vers les communs, avec des processus... des dispositifs, des infrastructures collectives d'écriture. Donc, il y a en effet des précédents. Après, c'est souvent des expériences qui pour l'instant, s'avèrent frustrantes pour ceux qui les mettent en œuvre ou qui y participent. Je me rappelle que beaucoup des propositions sont restées à l'état de proposition sur cette loi République numérique et que ça avait produit beaucoup de déceptions. Voilà, donc c'est encore, je pense, à poursuivre. Merci pour cette réponse très constructive et très complète. On va prendre la dernière question qui est dans le chat. Donc, peut-on parler de commun dans le monde du logiciel et plus largement du numérique? Est-ce que c'est Daniel qui a posé cette question? Est-ce que Daniel, vous voulez compléter? Concrètement, oui, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sujets liés à l'open data, l'open source, dans le monde du numérique, dans le monde du logiciel. Est-ce qu'on peut considérer effectivement aujourd'hui que ces mouvements cherchent à se rapprocher du monde des communs, ou est-ce qu'on est sur des objets d'analyse qui sont complètement différents, qui n'ont pas le même objet, qui n'ont pas le même champ? Est-ce qu'on peut considérer l'open source aujourd'hui comme un commun ou pas? Et voilà, c'était le sens de ma question. Merci beaucoup. C'est une question que je pense très pertinente parce qu'on aurait tendance à répondre mais en fait, ça vient de là. Le logiciel libre, c'est la racine, c'est le début, c'est le démarrage de toute cette culture des communs. Hein. Et c'est vrai, Internet, au début, c'est un magnifique projet de commun et ça l'est encore. Hein. Enfin, un petit peu. Et pour autant, dans votre question, votre question aussi, elle résonne parce que
les communautés du libre, hein, les libristes, hein, on les appelle, et de l'open source, pour autant, surtout les libristes, ne se revendiquent pas ou ne cherchent, enfin, n'ont pas employé depuis des années cette notion de commun. Et en fait, les libristes rencontrent depuis quelques années, je dirais, ceux qui prônent cette notion de commun. Et donc, il y a des imbrications de culture. Donc, je vous rejoins tout à fait. Je pense notamment à Framasoft, qui a fait une belle rencontre, je crois, pour qui je trouve que la rencontre entre le libre et les communs a bien résonné, puisque Framasoft, donc, qui est une petite association qui a vu très grand, puisque en développant des outils, des alternatives au système fermé, hein, vous avez peut-être déjà utilisé Framapad ou tous leurs outils, donc ils ont développé toute une... Voilà, exactement. Et ils sont aujourd'hui les premiers fournisseurs au monde de solutions alternatives aux GAFAM, hein, aux grands monopoles, alors qu'ils sont une petite association de 25 personnes, je crois. Et en fait, ils se sont posé beaucoup de questions. D'abord, ils ont fait attention à ne pas devenir une alternative hégémonique pour reproduire le même logique que les GAFAM, c'est-à-dire les gros libristes. Donc, ils ont commencé à fermer, c'est-à-dire à dire il faut que des acteurs comme nous, il y en ait beaucoup, il faut pluraliser, il ne faut pas recréer des monopoles dans le monde du livre. Et puis surtout, ils ont posé, et là j'essaie de répondre à votre question, ils ont posé cette question des communs au travers notamment la question de, je vais appeler ça l'inclusion numérique, c'est-à-dire qui contribue. Et comment on travaille l'accueil de la diversité à l'intérieur du monde contributif. Et d'autre part, ils ont beaucoup travaillé cette question des communs négatifs aussi, avec cette idée de fermeture et ce rapport à l'écologie. Et ils ont questionné les effets du numérique sur notre situation climatique. Et donc, pour moi, Framasoft est un super exemple d'acteur qui vient du libre, avec toute cette culture d'ouverture, de partage, et qui se repose des questions et qui bifurque ou qui prend des directions particulières, parce que les communs viennent nourrir aussi une pensée sur l'inclusion des personnes ou sur les enjeux de communs négatifs, par exemple. Mais en effet, c'est des rencontres, enfin, c'est pas évident, il y a toute une cartographie des dynamiques qui sont à la fois imbriquées et qui ne se parlent pas toujours. Qui ne se parlent pas forcément, effectivement. C'est pour ça que je posais la question, c'est qu'effectivement, tout à fait. On pourrait penser spontanément mais la réalité est assez différente. Et les acteurs de l'open source ne se pensent pas comme étant des acteurs de biens communs. Des acteurs des communs. C'est assez paradoxal. C'est vrai, ça fait partie je pense que ça fait partie du travail de plaidoyer, on va dire, qui est mené par les acteurs qui pensent cette notion d'essayer de la faire traverser en fait différents champs. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, merci beaucoup. On va conclure du coup ce lundi de l'innovation. Donc, merci beaucoup pour ces réponses et pour votre intervention. Et merci à tous les participants. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et, merci à vous également. C'était merci pour vos questions. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonsoir. Au revoir. Salut Sylvia. Au revoir Eric, merci. Salut.